Bonjour à tous, on va parler du coup de Puma, comme l'a très bien introduit Guillaume. Puma, le web server de Rails. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément développeurs en plus ici, donc rassurez-vous, en tout cas, j'espère que c'est rassurant parce que je vais essayer de faire en sorte de simplifier le plus possible les concepts et ce deep dive dans l'architecture Rails. Et le but pour les développeurs, donc ça va être un rappel peut-être pour certaines personnes, mais le but pour les développeurs, ça va être aussi de, avec ces connaissances, de vous rendre curieux vis-à-vis de l'architecture et des différents petits trucs qu'on peut configurer pour améliorer performance et autres sécurité dans notre application. Déjà, dans un premier temps, on va commencer par quelque chose que, a priori, tout le monde connaît, la commande Rails Server, voilà, pour lancer votre application Rails. Et on va essayer de tirer des mots depuis ce qui s'affiche. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un peu ce qui s'affichait au moment de la commande Rails Server, mais on va essayer d'en faire un peu le summary de cette présentation. Déjà, dans un premier temps, on va avoir le booting Puma, qui va être tout simplement Puma, qui se lance, le web server qui se lance en premier, avant Rails. Ça peut paraître étonnant peut-être pour certaines personnes, je ne sais pas. Ensuite, Rails, qui se lance, et qui se lance du coup en local, ici. On va avoir des petits tips, etc. Et ensuite, on a la phrase Puma starting in single mode. Single mode, on va le garder, et on va en parler plus tard, avec notamment son parallèle avec le cluster mode. Voilà. Ensuite, on va avoir, je vais mettre la petite souris d'ailleurs pour montrer là où je regarde, Puma version 6.6, Return to Forever. Ça, c'est le nom de la version. Pour la petite anecdote, c'est la personne qui a le plus contribué sur la version qui a le droit de nommer cette version. Donc tous les développeurs Rails vont pouvoir voir votre nom de version si jamais vous contribuez à fond sur le web server Puma. Ensuite, on a la version de Ruby. Et ensuite, on a les threads. Threads, pareil, on va pouvoir en parler et comprendre ce que c'est dans notre architecture. Ensuite, on a environnement de développement pour le local. On a PID, Process ID, pareil, process, c'est un truc qu'on va parler plus tard. Et enfin, l'URL qui pointe sur Puma avec notamment les notions de socket. Beaucoup de mots un peu complexes, mais justement, rassurez-vous, on va essayer de comprendre tout ça à travers une petite histoire. Et notre protagoniste, ça va être le petit Nicolas. Qui connaît le petit Nicolas ici? C'est bien. C'est en plus plein de générations différentes, c'est génial. Et ça va être notre petite requête HTTP. On va essayer d'avoir un peu la question qui va arriver dans notre serveur Puma, mais aussi le retour de cette requête HTTP. Ça va être quoi son petit chemin? On va deep dive là-dedans. Et donc en priorité, contexte, la mère du petit Nicolas va demander au petit Nicolas d'aller avoir une bonne note à son interro d'aujourd'hui, voilà, à l'école. Voilà. On a donc un petit get not good. Voilà. Ça, c'est notre requête HTTP qui va être envoyée depuis notre navigateur jusqu'à notre serveur web. Bon, il n'a pas l'air d'avoir envie de faire une interro, mais il va être bien obligé pour cette présentation. On arrive sur le single mode. Alors, là-dessus, c'est, comment dire, il va y avoir des schémas durant toute la présentation et je vais essayer de les étoffer au fur et à mesure où je vous explique des concepts de l'architecture Rails. Donc déjà, on a notre navigateur à gauche, on a Puma, le web server, et on a la base de données au bout qui fait des calls, etc. Ça fait partie des services externes éventuels qui vont pouvoir interagir avec notre Puma. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est l'espace mémoire de Puma dans lequel notre application vit. Et c'est là où veut aller le petit Nicolas, la requête. Et justement, le web server Puma, qu'est-ce que c'est? Alors, ça date de 2011, ça a été créé en 2011, et il faut savoir que c'est devenu le web server par défaut de Rails à partir de 2016, à partir de Rails 5. Pourquoi? Quel est son avantage principal français? Donc déjà, en tant que web server, son but, c'est de recevoir des requêtes et d'orchestrer toute la partie bas niveau du coup, de notre application, toute la partie Unix, finalement. De gérer les processus, de gérer les threads, bref, on va y arriver à ce niveau-là. Mais sa particularité, en tout cas sa particularité au moment où il est sorti, c'était qu'il était multi-threadé, c'est-à-dire qu'il va avoir une gestion des threads qui va notamment l'aider dans les aspects concurrents de l'application, la fameuse concurrence, bien sûr, qui est mentionnée. Et on va essayer de comprendre finalement comment ce web server Puma arrive à gérer plusieurs requêtes en même temps.
On continue notre histoire. Le petit Nicolas, il veut aller à l'école pour aller faire son interro, et il tombe sur la grille de l'école. La grille de l'école ne laisse passer qu'un seul élève à la fois. Oui, parfois je vais donner des concepts de l'histoire qui vont être concrets, mais un seul élève à la fois. Cette grille de l'école, ça va être vraiment l'interaction entre l'extérieur, le navigateur, et l'école, qui va être notre application Puma. Et c'est représenté par le socket, qui est une connexion entre deux programmes. Alors ça peut être une connexion entre deux programmes qui sont sur des machines différentes. Dans ce cas-là, on va forcément avoir une connexion plus réseau, et là on parle de TCP socket, avec une adresse IP et un port, le fameux port 3000 généralement, pour donner une petite idée. Ou alors un unique socket, ça c'est quand on a une connexion à partir d'un fichier dans notre machine, et donc en fait c'est une connexion qui va être dans notre machine pour que deux programmes de la même machine puissent se parler. Et du coup, on va aussi avoir un petit socket backlog qui va s'assurer qu'il n'y ait pas trop de requêtes qui arrivent en même temps, et s'assurer que les requêtes arrivent une à la fois par le socket. Du coup, notre schéma grandit un peu. On a le TCP socket, là où notre requête HTTP arrive dans l'instance Puma. Et derrière, on va avoir toute la partie process qui va écouter ce socket et réceptionner cette requête HTTP. Et c'est là où va y avoir tout le schmilblick de l'application Rails. Mais je n'ai pas envie de vous parler de tout ce schmilblick avec le single mode. J'ai plutôt envie de parler avec l'autre mode. Mais on va faire un petit retour en arrière vite fait. Avant de rentrer deep dive là-dedans, on va parler du surveillant, Monsieur Bouillon, si vous vous en souvenez. Monsieur Bouillon, qui va s'assurer qu'à l'entrée de notre grille, avant le socket, on va avoir les bonnes requêtes qui arrivent, et surtout que les requêtes ont leur petite carte d'étudiant pour entrer à l'école. Et ça, ce sont tout ce qui est SSL, c'est-à-dire tout ce qui est sécurité, encryptage de notre requête HTTP. Pourquoi est-ce que je mets ça au niveau de Monsieur Bouillon, alors que ça pourrait être Puma qui gère ça? Effectivement, Puma peut gérer le SSL, il peut gérer la réception de requêtes, etc. Parce que Nginx est bien meilleur pour ça. Voilà, tout simplement. Notamment, il va pouvoir être dédié uniquement à ça. Donc c'est un reverse proxy qui va être devant Puma, qui va gérer les requêtes, le backlog, etc. Et qui va notamment gérer le SSL, donc la sécurité de nos requêtes, pour simplifier beaucoup la chose. Vous imaginez le HTTPS, le S pour la partie sécurité. J'aime bien me dire que c'est le S pour SSL. Et du coup, après être passé par Nginx, ça va être envoyé en HTTP vers Puma directement, parce qu'on sait qu'il y a eu la sécurité, on sait que ça a été décrypté comme il faut. Il va avoir plein d'autres rôles aussi, c'est super pratique. Il peut délivrer des fichiers statiques, donc tout ce qui est image, CSS, JavaScript, font, PDF, etc. Il va pouvoir gérer tout ça. Donc le surveillant, il est utile de plein de façons différentes, et il va se mettre du coup devant, entre notre navigateur et le web server Puma, là où il y a notre socket. Ok, on est content, on va enfin pouvoir rentrer à l'intérieur, on va enfin pouvoir savoir réellement ce que c'est ce process où il y a notre application Rails, finalement. Et pour ça, on va plutôt parler du cluster mode, parce que c'est, on va dire, le mode qui est plus utilisé en production. J'arrête de bouger mes pieds. Du coup, le cluster mode, c'est un peu différent que le single mode. Single mode, c'est ce qui est lancé du coup, notamment en local, même si on pourrait faire un cluster mode en local, bien évidemment. Mais le cluster mode va avoir ce côté multithreadé, et surtout ce côté multiple instances de votre application, avec plusieurs workers. Je commence à placer des mots, mais on va y aller étape par étape, avec en priorité notre école qui va être représentée par le process principal. Le process principal dans le web server Puma, c'est celui qui va essayer de manager les instances de notre application derrière. Donc il va pouvoir se forker, donc c'est une instance de notre application en soi, le main process, mais il va pouvoir se forker du coup pour obtenir plusieurs instances de notre application qui vont pouvoir gérer les requêtes HTTP derrière. De plus, c'est lui qui va ouvrir le premier TCP socket pour que les requêtes HTTP rentrent au moment du startup. Mais il ne gère pas lui-même les requêtes, c'est vraiment juste l'orchestrateur des instances de notre application au sein du web server Puma. Et ça, c'est la différence avec le single mode où il n'y a pas cet orchestrateur et on a juste une instance Puma qui gère sa tambouille, l'application. Du coup, on a notre process principal
effectivement, qui est là et qui écoute sur ce TCP socket. Mais au bout d'un moment, il faut parler effectivement de toutes nos autres instances qui vont être du coup forquées depuis le process principal. Et ces instances-là vont elles-mêmes écouter indirectement le TCP socket pour recevoir du coup les requêtes HTTP qui le vient depuis l'extérieur. Et on va pouvoir en parler de ces workers. Dans notre petite histoire, le petit Nicolas, il arrive par la grille, il rentre dans l'école et il doit trouver sa classe. Et sa classe, justement, elle a d'autres élèves, elle a des meubles, des tables, etc. Elle a plein de trucs qui est propre à sa classe. Cette classe, c'est le worker, justement, c'est l'instance, une instance indépendante, un process indépendant de Ruby, qui va être isolé d'un point de vue mémoire. C'est-à-dire que plusieurs classes ne vont jamais échanger de la mémoire ou avoir de la mémoire partagée d'une quelconque façon. C'est vraiment des instances à part. Et du coup, ça va permettre assez indirectement d'envoyer des requêtes sur plusieurs workers différents pour que du coup on puisse gérer plusieurs requêtes en parallèle. Et du coup, ces workers sont créés depuis le main process pour faire le lien. Hop. Et donc, on a nos workers, à nouveau, et on va continuer notre petite histoire, mais quand la requête, elle arrive dans la classe, c'est encore une requête HTTP. C'est encore quelque chose que le code Ruby, finalement, ne peut pas comprendre particulièrement. Et pour ça, on va avoir besoin de quelqu'un qui traduit, finalement, cette requête. Et ça va être la maîtresse dans la classe, qui va un peu s'assurer de traduire un peu tout ce qu'écrivent les élèves, qui sont les requêtes HTTP. Il va essayer de comprendre ce qui est marqué sur les feuilles de papier pour que, du coup, elle puisse elle-même process finalement ce que les élèves marquent sur leur interro. Et c'est l'interface RAC qui est du coup une interface standardisée pour parler entre un web server et une application Ruby. Et donc c'est ce qui va permettre à Puma et l'application Ruby de parler entre elles. Et donc ça change le HTTP en HRuby. Derrière ça va process du coup dans l'application tranquillement. Et RAC aussi va retraduire la réponse de l'application Ruby en HTTP pour être renvoyé derrière. Du coup, on est content, mais qu'est-ce qui se passe dans cette classe? Dans cette classe, il y a plein de tables différentes avec des requêtes qui écrivent sur leur petit interro, chacune de leur côté, et qui partagent d'ailleurs toujours les mêmes bureaux, le même mémoire, etc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de le premier Rails server, mais on va dire qu'il y a 7 tables. 7 tables pour 7 threads, finalement. Et les threads, c'est vraiment des unités d'exécution dans lesquelles, dans un worker, qui vont pouvoir process des requêtes indépendamment. Donc c'est une requête pour un thread. Et c'est vraiment une à la fois, mais dans un espace où la mémoire est finalement partagée. Et on peut se dire, finalement, que dans ce cas-là, on va pouvoir paralléliser au sein d'un worker, au sein d'une classe, les différents travaux des requêtes. On va pouvoir faire en sorte que les requêtes travaillent ensemble et puissent être renvoyées en parallèle, et donc on puisse utiliser les ressources de l'ordinateur pour arriver à juste optimiser un peu notre application. Et malheureusement non. Et ça, avant d'aller sur ce sujet, je vais vous parler de concurrence et de parallélisme. Ce sont deux aspects qui sont durs à conceptualiser, on va dire, mais assez faciles à expliquer finalement, donc je vais le faire. La concurrence, c'est quand plusieurs tâches progressent en même temps. Et le parallélisme, c'est quand plusieurs tâches s'exécutent en même temps. Il y a une grande différence, c'est-à-dire que quand des tâches progressent en même temps, ça veut dire qu'on gère beaucoup de tâches en même temps, mais on ne les processe pas en même temps. Ça va être facile à comprendre bientôt. Il faut juste comprendre que les workers qui sont des instances avec des mémoires complètement isolées vont pouvoir paralléliser les requêtes. Mais les threads, qui eux ont la même mémoire finalement, on va vouloir s'assurer notamment que ces threads ne se mélangent pas dans leur exécution, dans leur exécution Ruby de la requête, et que du coup il n'y ait pas les mémoires qui partent dans tous les sens ou qu'il y ait des problèmes des bugs au niveau du fait que ça utilise la même mémoire. Et
Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Parce que Ruby a une gestion de la mémoire qui n'est pas thread safe. C'est-à-dire que dans une même instance, on ne peut vraiment pas, avec Ruby, run plusieurs fois Ruby en même temps. Donc on ne peut pas paralléliser Ruby dans la même instance. Mais par contre, on peut essayer de jouer sur la concurrence. Et pour ça, hop, je vais aller dans un premier temps sur la slide de concurrence pour essayer de comprendre un peu plus dans le cadre de la ressource et de l'instance en elle-même ce qui se passe. Imaginez des threads avec un thread qui va exécuter une requête HTTP. Elle va travailler pendant que d'autres threads ne pourront pas travailler. Ces threads-là vont devoir attendre que ce thread a fini son process Ruby. Et aussi, comme vous le savez peut-être, les threads parfois doivent faire des calls à la base de données, à des services externes. Et donc il va y avoir des moments où ces threads-là vont de toute façon devoir attendre, quoi qu'il arrive. Et du coup, on va essayer d'optimiser ça en faisant en sorte que quand des threads attendent que la base de données les réponde, dans ce cas-là, d'autres threads puissent travailler, puissent process le Ruby. Tout ça, je ne vais pas trop deep dive dans l'architecture des cœurs de la machine, etc. Mais vraiment, il faut garder en tête que dans une même instance, dans un même process, dans un même worker, un thread à la fois, seulement un thread à la fois peut compute du Ruby. Ça, c'est notamment dû au MRI, donc Maths Ruby Interpreter, qui est un peu la base de l'interprétation du code Ruby. Et on va avoir quelque chose qui va s'assurer qu'un thread gère un process Ruby à la fois. Ça va être, je vais rester sur la partie imagée. Imaginez cette chose absurde de, en fait, il y a les élèves dans la classe, ils sont chacun sur une table, du coup, ils écrivent à chaque fois une question d'interro. Et en fait, ils ont tous un stylo pour tous les élèves. Et donc, quand l'élève numéro 1 écrit sa question 1, l'élève numéro 2 va devoir attendre qu'il récupère le stylo pour pouvoir écrire sa propre question 1. Sauf que quand l'élève numéro 1 finit sa question 1, il va réfléchir à la question 2, et pendant ce temps-là, l'élève numéro 1 va prêter son stylo ou donner son stylo à l'élève numéro 2 pour qu'il écrive sa question 1. Et donc, on va essayer d'optimiser les temps d'attente et les temps de process, les temps d'écriture. Et ça, c'est géré par le GVL, le Global VM Lock, qui fait partie notamment du MRI, le Maths Ruby Interpreter, qui s'assure vraiment qu'il y a un seul thread à la fois qui processe. Et si vous vous souvenez, ce que j'ai dit au début, c'est Web Server Puma est un web server multithreadé. L'intérêt du multithread, c'est vraiment pouvoir, pas en même temps, mais en concurrence, faire des requêtes Ruby, faire des requêtes process, compute du Ruby. Du coup, on arrive à ce schéma final avec le client. Il vient ensuite, il y a le Nginx, le reverse process qui vient filtrer la requête. On va avoir la socket qui va transmettre la requête aux différentes instances, aux différents workers. Dans les workers, on peut paralléliser, juste ici, les requêtes. Par contre, dans le worker lui-même, on va jouer sur la concurrence parce qu'il y a cette limitation de ressources. Et il faut bien comprendre que on peut essayer d'imaginer que si on rajoute plein de threads, on va éventuellement pouvoir s'assurer que dès qu'il y a un peu d'attente, dans ce cas, un autre thread va pouvoir travailler. Et en fait, si on ajoute trop de threads dans nos instances, on va éventuellement gaspiller le CPU et la mémoire, parce que chaque thread va consommer de la mémoire, et ça va augmenter potentiellement la latence. Et donc, augmenter les threads pour augmenter le nombre de requêtes qui vont pouvoir être traitées en concurrence, n'est pas forcément une solution. De la même façon, on pourrait se dire que dupliquer des workers, du coup des classes, à l'infini. Attention d'ailleurs, worker, dans Heroku, ça veut dire autre chose. Là, c'est vraiment un process à part entière de l'app. Et bah, forcément, si on rajoute plein de workers, dans chaque worker, ça va être généralement, va y avoir un cœur qui va pouvoir compute, et ça va consommer énormément de RAM, tout simplement, et potentiellement augmenter énormément le nombre
de connexion à la base de données. Donc, il y a vraiment ce juste milieu dans vos applications à essayer d'avoir entre le nombre de threads et le nombre de workers. Tout ça, c'est configurable dans votre application. Vous pouvez aller voir le puma.rb pour gérer votre nombre de threads, etc. Et je vais sauter cette slide parce qu'on est un peu en retard. Mais parfois, il y a des process qui bloquent carrément tous les threads. C'est tout ce que je dirais là-dessus. Vous pouvez googler. Et du coup, après, grâce à notamment notre interface RAC qui va retraduire la réponse de notre process Ruby, on a le petit Nicolas qui va revenir chez sa mère avec sa bonne note en requête HTTP. Le navigateur va avoir sa réponse, il va être content. Si on revient finalement là-dessus, on a thread, maintenant on sait ce qu'on sait, on en a 7 du coup. On a process ID, donc ça c'est le process. Alors là on est en single mode, on va passer en cluster mode. Ce sera plus sympa, parce qu'il y a plus de mots à voir directement. Vous pouvez, en gros, cluster mode, c'est vraiment à partir du moment où vous lancez plusieurs workers. Forcément, il y a plusieurs instances, donc Puma va directement gérer ça en cluster mode. Donc là, j'ai mis 2 workers. Normalement, en Rails server, c'est un worker qui se lance en single mode, mais là, j'en ai rajouté 2, donc forcément, il se lance en cluster mode. Et donc, on peut voir directement les workers, 2, les workers en bas qui ont été boot. On a aussi le master PID. On n'est plus sur un process ID, parce que du coup, ce master PID, il ne fait que orchestrer les workers. Et on a tout le reste qui est toujours là, mais bien sûr, on a le cluster mode qui s'est affiché juste ici. Donc, la conclusion finalement de tout ça, c'est comprendre un peu toute cette architecture, comprendre un peu les threads, les workers, etc. Je trouve que ça offre une ouverture d'esprit vis-à-vis des lignes de code que vous mettez dans vos applications, parce qu'on arrive plus à comprendre l'impact que ça peut avoir sur l'infra, directement, en production notamment, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et donc, je vous invite à aller voir les fichiers de configuration, etc., parce que jusque-là, thread, worker, process, on ne comprenait pas forcément, mais en ayant toutes ces clés en main, on arrive vraiment à suivre le fil et à comprendre un peu plus comment fonctionne l'app Rails en général. Et ça, c'était la présentation du web server Puma et du général. Voilà. Est-ce qu'il y a rapidement, s'il vous plaît, des questions ou pas? Vas-y. J'ai une question. Ouais. Du coup, le parallélisme et la concurrence, ça peut créer un risque au niveau de la DB si on veut toucher aux mêmes ressources. Est-ce que c'est Puma qui gère les connexions DB? Non, qui gère le locking de la DB ou s'assure qu'on n'écrit pas sur la même... Non, la database, ça va être vraiment géré à part. Et il n'y a pas la base de données. C'est pour ça qu'elle était d'ailleurs en dehors de tout le schmilblick Puma. Et que j'en ai pas trop parlé d'ailleurs, c'est que c'est vraiment toute une gestion à part. Et souvent d'ailleurs, il y a un peu ce concept, j'en ai pas parlé, mais de backlog, où à l'entrée, il y a les requêtes HTTP qui vont être en backlog, qui vont être gérées. Il va y avoir le kernel qui va distribuer les différentes requêtes à différentes instances, etc. Donc il y a vraiment souvent chaque acteur de toute cette architecture qui va gérer lui-même ce qui va arriver. Ou éventuellement, quand on a vraiment besoin d'une très bonne gestion, je ne vais pas aller sur le de bounce ou les trucs comme ça avant la base de données, mais on peut rajouter des choses entre elles pour s'assurer qu'il y ait une bonne orchestration et que justement il n'y ait pas des risques de trop de connexion sur la base de données. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Juste pour ajouter, pour te donner un ordre d'idée, il n'y a pas que Rails via Puma qui parle à la DB. Tu peux avoir une console, tu peux avoir Sidekick, tu peux avoir les backups et les restores, tu peux avoir des réplicas et ce genre de choses. Puma réplica, il y a une conf après qui arrive. Mais en gros, il y a énormément de process qui parlent à la base de données et c'est pas que via Puma. Et là, il y a un pool de connexions que Puma gère, que justement Postgres en l'occurrence gère. Et évidemment qu'elle est autonome pour ces raisons-là, c'est que n'importe qui peut lui parler et pas que des process web. Ça peut être des process de tout type. Merci. Une deuxième question, si possible? Oui. Première question, donc tu as dit que les workers c'était un mot générique qui pouvait être... Ouais. En fait, c'est dans la documentation Puma, ils utilisent le mot worker pour les process enfants. C'est la même chose pour les threads, puisque du coup, c'est pas des threads interprétés comme le mot thread au niveau OS, ça n'a rien à voir. Parce que du coup, les threads au niveau OS, pour le coup, c'est pas de la concurrence, c'est du parallélisme. Ok. Donc ouais, souvent j'ai l'impression qu'on réutilise les mots, mais c'est des concepts assez différents. Ouais. Deuxième question vite fait, quand on a une appli Rails avant
Ok. On fait en dev. Et du coup, on mettait Passenger derrière Unix ou Apache. On avait un module pour gérer justement le parallélisme, Ouais. le nombre d'instances lancées maximum. Si on met en RAID 5, est-ce que Passenger est toujours intéressant? Bonne question. Jamais utilisé Passenger. Normalement, non. Non, Parce que RAID 5, non. La question va se poser bientôt. On en discutera peut-être après, parce que j'ai une réponse intéressante. Il y a d'autres questions, sinon on passe à Mehdi. Merci. Merci beaucoup.